Bonjour, bonjour. Je suis certaine que ceux qui connaissent Venise retrouveront l'enchantement que je vais partager avec vous aujourd'hui. Quant aux autres, veuillez suivre le guide. Lorsque nous sortîmes de la gare, notre envoûtement fut total. Le grand canal et sa foule d'embarcations en tout genre dansaient devant nous et les reflets du soleil en faisaient une rivière d'or. Les touristes venant de débarquer du train se reconnaissaient à des kilomètres avec leur air émerveillé et un peu déboussolé devant ce spectacle. Les Vénitiens, eux, vaquaient à leurs occupations, ponctuant chacun de leurs gestes par des paroles lancées à la cantonade. Les bateliers s'interpellaient entre eux, les marchands de souvenirs hélaient les voyageurs, les mères de famille hurlaient les prénoms de leurs enfants, les travailleurs qui déchargeaient les bateaux scandaient des onomatopées pour se donner du courage, et aux terrasses des cafés, on entendait des rires ou des disputes fusées. Dans ce décor de cartes postales grouillait toute une population joyeuse, active et sonore comme dans le reste de l'Italie. Ma mère et ma grand-mère connaissaient Venise car elles y étaient venues autrefois avec mon grand-père. Mais la magie de la ville les happa autant que tout le reste de la troupe qui la découvrait pour la première fois. Nous avions tous les yeux grands comme des soucoupes et un sourire aux lèvres. Et bébé Rocky répétait à tout bout de champ « Ciao » qu'il entendait prononcer autour de lui. Nous étions face au grand canal, attendant Sergueï qui devait arriver sur son bateau. Et soudain, nous vîmes sa silhouette se découper à contre-jour, tel Poséidon glissant sur l'onde, à l'avant d'un bateau splendide, sa chevelure blonde flottant au vent, vêtu d'un costume de Maharaja tout en brocart doré et souriant de toutes ses dents qu'il avait fort blanches. Il était aussi beau que la cité des doges, et je sentis immédiatement que ma petite Tatiana rangeait le jeune Maurice et ses herbes médicinales dans un coin très reculé de sa mémoire et s'offrait intégralement et sans retenue à son splendide cousin. Et je ne pouvais que la comprendre. Sergueï se frayait un chemin entre les gondoles et les vaporetti, ces bateaux à moteur qui avaient commencé à envahir le Grand Canal depuis une vingtaine d'années. Il trouva un petit espace pour accoster et nous fit tous monter rapidement à bord de son bateau en bois verni, aussi élégant que son propriétaire. Puis il nous présenta Luigi qui était aux commandes. Les embrassades furent écourtées car les gondoliers de part et d'autre lui criaient de bouger et la manœuvre faisait tanguer dangereusement notre embarcation bien chargée. Heureusement, Luigi avait l'air de connaître la navigation et le canal comme sa poche, et après quelques instants, nous voguions sur cette avenue flottante, encadrée de part et d'autre par des palais superbes ou décrépits, et par des monuments merveilleux. Sergueï nous montra des palazzi appartenant aux vieilles familles ou à des célébrités récentes, et des églises extraordinaires qui tenaient le cap depuis des centaines d'années, alors qu'elles étaient bâties sur des pilotis s'enfonçant dans la lagune. Ça et là, nous apercevions de petites cours ou des jardins privés, havres de verdure, et lorsqu'on levait les yeux, on voyait l'or de certaines coupoles briller sur la ville, ainsi que de minuscules terrasses où une table dressée pour deux semblait n'attendre qu'un couple d'amoureux. Nous passâmes sous le fameux pont du Rialto avec ses boutiques qui semblaient toutes nous appeler et devant la non moins fameuse place San Marco sur laquelle les nuées de pigeons enchantèrent les enfants. Vint ensuite le pont des Soupirs qui en arracha un très long à Tatiana destiné à Sergueï qui, malheureusement, regardait droit devant lui. Nous vîmes aussi l'imposante basilique Santa Maria della Salute et le célèbre hôtel d'Agnelli, dans lequel j'aurais adoré descendre si notre cousin ne nous avait pas invités à loger chez lui. Nous continuâmes pendant 1 heure cette visite touristique qui nous ravit au plus haut point. Puis Sergueï nous dit que nous aurions tout le temps les jours prochains d'approfondir notre découverte de Venise et qu'il était temps de rentrer à casa pour un bon dîner à l'italienne. Sur ce, Luigi fit tourner le bateau dans un des nombreux petits bras du grand canal appelé Calle. Et tout d'un coup, nous fûmes seuls sur l'eau, entre les murs de l'arrière des palazzi, devant nous baisser pour passer sous chaque petit pont, et il y en avait une multitude, et goûtant au spectacle nouveau d'une promenade silencieuse sur l'eau, comme si nous découvrions les coulisses d'un théâtre déserté pendant que la pièce se joue à l'avant-scène. Après plusieurs minutes de trajet, Luigi arrêta le bateau en contrebas d'une petite place et Sergueï nous montra un peu plus loin la façade de son palazzo à lui, qui avait été autrefois la demeure de Casanova. Je n'en attendais pas moins de cet esthète qui avait visiblement besoin d'être entouré de beauté et d'histoire pour être heureux. L'intérieur du palais était tout simplement incroyable d'opulence, sans toutefois jamais tomber dans le rococo. Les œuvres d'art de toutes les époques cohabitaient harmonieusement les unes avec les autres, et les cabinets de curiosité portaient si bien leur nom que nous avions envie de nous arrêter des heures devant leurs vitrines en essayant de deviner à quoi pouvaient servir toutes ces choses aussi intrigantes que dérangeantes. Même Rocky était bouche bée. Quant à Flora, entre la découverte du monde des parfums 2 jours auparavant et celui d'un collectionneur esthète à présent, son goût pour le raffinement et les belles choses qu'elle développait pendant ce voyage allait la suivre toute sa vie. Nous allâmes nous changer et nous rafraîchir dans nos chambres,
moins charmante et fleurie que celle de la Villa des Roses, mais chargée d'histoire et donnant sur des petits canaux, ce qui contribuait un peu à enlever leur côté impressionnant. Toutefois, mes enfants ne voulurent pas rester dans la leur, assez chargés de meubles en bois sombre et de lourds rideaux en velours ornés d'énormes pompons en passementerie. Je dus prendre Flora avec moi et Rocky avait remis son pouce dans sa bouche et ne quittait pas les jupes de Marie-Antoinette. Eh oui, on a beau jouer les donjons à 11 mois, on n'emmène tout de même pas large lorsqu'on se retrouve devant le monumental lit à baldaquin du vrai Casanova. Sergueï nous attendait pour le dîner dans l'immense salle à manger, toujours vêtu en prince oriental, mais cette fois en blanc immaculé des pieds à la tête. Après l'un des meilleurs repas de ma vie, constitué d'antipasti divins, puis de pâtes accommodées de 1000 manières différentes, et pour terminer de gelati au parfum exquis, nous étions tous repus, totalement dépaysés et, ma foi, assez heureux. Marie-Antoinette et Jeffrey s'occupèrent de mettre les enfants au lit pendant que Sergueï nous conduisit, ma grand-mère, maman, Igor, Tatiana et moi, dans une pièce qu'il appelait celle des souvenirs, et dans laquelle nous allions enfin faire la connaissance des membres de la famille de mon grand-père. Lorsqu'il ouvrit la gigantesque porte à double battant, nous fûmes d'un coup transportés en Russie. Toute la pièce avait été aménagée dans le style moscovite d'avant la Révolution. Les murs étaient couverts d'icônes splendides dont les dorures jetaient des éclats ensoleillés. De riches tapis couvraient le sol et partout, sur des tables recouvertes de châles en cachemire, étaient disposés des objets ayant appartenu à la famille de Saskia, la mère de mon grand-père, ainsi qu'à celle d'Igor, Tatiana et Sergueï. Il y avait en particulier une exceptionnelle collection d'œufs Fabergé qui avait miraculeusement survécu au transport sans se casser et qui s'ouvrait sous les doigts de Sergueï pour découvrir leur trésor miniature devant nos yeux fascinés. Dans l'un, on voyait un berger et une bergère en porcelaine émaillée de la taille d'un dé à coudre s'embrasser chastement pendant que 2 moutons encore plus minuscules paissaient sur une herbe en émeraude. Dans un autre, la basilique Saint-Basile de Moscou était reconstituée parfaitement avec ses coupoles en or massif mais en modèle réduit à la taille d'un morceau de sucre. Ces œufs créés à Saint-Pétersbourg par le génial orfèvre Pierre-Karl Fabergé avaient connu un succès phénoménal en Russie puis dans le monde entier, tant leur beauté et l'ingéniosité de leur contenu excitaient toutes les curiosités. Sergueï, très ému, nous montra ensuite un œuf absolument ravissant, bleu turquoise, rehaussé d'un filet d'or qui, nous dit-il, avait été offert à Saskia pour ses 18 ans. Igor tremblait comme une feuille lorsqu'il s'approcha de l'objet. Il le prit dans ses mains avec autant de délicatesse qu'il l'aurait fait s'il s'était agi d'un nouveau-né. Puis il ferma les yeux et nous dit qu'il se rappelait parfaitement de l'anniversaire de sa cousine, la dernière fête de famille heureuse avant le drame. Saskia, paraît-il, rayonnait de toute sa jeune beauté et avait sauté de joie en découvrant son cadeau. Igor ouvrit l'œuf, qui se mit à jouer une mélodie de Mozart, sifflée par un minuscule oiseau multicolore, recouvert de vraies plumes, et se balançant dans sa cage dont la porte était ouverte, comme s'il allait s'envoler à l'instant. Lorsqu'on connaissait la suite de l'histoire et de la fuite de Saskia de sa prison dorée, on ne pouvait que réaliser à quel point ce cadeau était prémonitoire. Igor reposa l'œuf, et Sergueï s'en saisit pour l'offrir à ma mère, en lui disant que Saskia aurait sûrement voulu qu'il revienne à sa petite fille. Nous fûmes bouleversés. Puis nous continuâmes la visite de cette caverne au trésor, contenant de sublimes samovars en cristal ou en argent, des statues, des robes de bal portées par des mannequins grandeur nature, de la vaisselle somptueuse arrivée elle aussi miraculeusement indemne, et encore 1000 autres objets fabuleux. Puis au fond de la pièce, un mur entier était réservé aux portraits de famille, et nous pûmes enfin mettre un visage sur les ancêtres de mon grand-père Roch, lui trouvant immédiatement des ressemblances avec le père de Saskia. Quant à cette dernière, elle était le sosie quasiment parfait de ma mère, ce qui nous troubla tous beaucoup. Enfin, sur un immense bureau qui devait au moins mesurer 4 mètres, Sergueï avait rassemblé tous les albums de photos, et nous passâmes le reste de la soirée à découvrir toute notre famille inconnue. Après tant d'émotions, nous allâmes nous coucher et je crois que le sommeil de chacun fut entrecoupé de rêves russes. Dès le lendemain matin, Sergueï avait prévu un programme bien chargé afin que nous puissions découvrir la ville. Toutefois, le carnaval commençant 2 jours plus tard, nous devions absolument aller louer nos costumes, afin de vivre de l'intérieur ce moment incroyable et hors du temps, durant lequel chacun pouvait faire ce qu'il voulait et prendre une autre identité, en changeant d'apparence, de conditions sociales, parfois même de sexe, et laissant libre cours à toutes ses fantaisies. Nous nous rendîmes donc chez le loueur de costumes, et lorsque nous franchîmes la porte de son échoppe, nous nous retrouvâmes dans la caverne d'Ali Baba. Chaque centimètre de la boutique était occupé par des portants, sur lesquels étaient accrochés des centaines de costumes plus chatoyants les uns que les autres.
On y trouvait des capes en satin de toutes les couleurs, des robes de marquise, des habits de prince, des soutanes de curé et des cornettes de religieuses, des tenues de petits pages, des déguisements d'arlequins, de colombines et de tous les personnages de la commedia dell'arte, des plumes, des éventails, des souliers de tout style et enfin, couvrant tout le haut des murs et pendant du plafond, des dizaines de masques. Ces visages sans yeux, terrifiants ou souriants, créaient une ambiance étonnante, comme si l'on était surveillé de partout, et contribuait à donner au lieu un côté fantasmagorique et un peu dérangeant qui fait d'ailleurs hurler Rocky, que nous avions sottement emmené avec nous et qui tout d'un coup n'avait plus rien d'un adulte. Je sortis précipitamment de chez le loueur de costumes pour qu'il se remette de ses émotions et nous dûmes nous relayer pour lui changer les idées en l'emmenant voir les bateaux. Flora, elle, n'emmenait pas large non plus, car elle avait lâché la main de ma mère, qui essayait une robe, et, attirée par un masque d'oiseau au fond de la boutique, elle s'était avancée à travers les rangées de costumes et se retrouvait tout à coup perdue et noyée au milieu des froufrous et des falbalas sans réussir à nous voir. Le résultat de cette visite fut que mes 2 enfants firent des cauchemars toute la nuit. Mais indépendamment de cet incident, nous trouvâmes tous notre bonheur et prîmes beaucoup de plaisir à nous travestir pour ce fameux carnaval. Nous repartîmes du magasin, chargés comme des baudets, et prêts à découvrir le surlendemain une Venise revenue au XVIIe siècle, dans laquelle toutes les folies étaient permises. Le lendemain, Sergueï nous emmena en bateau découvrir la plage du Lido, au bout de la cité, et les enfants furent enchantés de tremper le bout des pieds dans la mer Adriatique, qui était tout de même frisquette en ce mois de février. Nous étions en train de prendre le thé sur la terrasse de l'hôtel Hungaria, et je jouissais tranquillement de ce moment de détente absolue, lorsque ma mère me dit « Regarde là-bas sur la terrasse Zéna, n'est-ce pas l'ami d'Andrew, le charmant Archibald ?» Je sursautai en entendant ce prénom et renversai tout mon thé sur ma robe. Lorsque je relevai les yeux, je vis en effet Archie s'avancer vers nous, mais hélas, avec une jeune femme accrochée à son bras. Horreur. Je faillis m'évanouir. Maman s'inquiéta en voyant pâlir d'un coup et me demanda si je me sentais bien. Je lui répondais que j'avais dû abuser du gâteau à la crème à l'heure du déjeuner. 2 secondes après, Archie et sa future femme étaient devant nous. Inutile de vous dire que je la détestais immédiatement, d'autant plus qu'elle me jetait un regard fort méprisant. Archie semblait très gêné, mais Dieu merci, sa fiancée Millicent, quel prénom ridicule, monopolisa la conversation en nous faisant une thèse sur les peintres italiens de la Renaissance, ce qui me permit d'échanger quelques regards désespérés avec celui que j'aimais toujours. Je ne sais pas si Sergueï perçut mon trouble, mais il interrompit brutalement le moulin à parole pour dire que nous étions attendus à Venise et que nous devions rentrer sans plus tarder. Cela me sauva et nous écourtâmes cette rencontre qui était une souffrance. Ma grand-mère, qui ne s'était aperçue de rien, fit promettre à Archie et Millicent de nous retrouver pour le bal d'ouverture du carnaval le lendemain soir, dans la demeure d'une amie à elle, descendante de la célèbre famille Gritti, qui possédait le palais du même nom sur le Grand Canal. Archie s'apprêtait à refuser, mais Millicent sauta de joie à l'idée de côtoyer le gratin vénitien. C'est donc la mort dans l'âme que je remontai à bord du bateau qui nous reconduisit chez Sergueï. Je prétextai une grande fatigue pour monter me coucher juste après le dîner. Et alors que toute la maisonnée était terriblement excitée et joyeuse à l'idée de participer à cet incroyable carnaval, je m'endormis très inquiète en pensant à ce qu'allait me réserver la soirée du lendemain. Mais j'étais très loin d'imaginer ce qui allait arriver. « Oui, Archie. Oui, je sais, mais n'anticipez pas votre mauvaise tête. Je n'ai encore rien raconté. Pour me faire pardonner, vous voulez que je me déguise. En nonne. Archie, vous êtes intenable. Bon, je vais le calmer et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.